Bonjour, mon nom est Julie Leblanc. Bienvenue à RevueMeJulie.com, tome 3, volume 3, pour le numéro de septembre 2020. J'ai l'honneur de vous présenter un homme majestueux, magnifique, efficace, compétent, extraordinaire, qui est aussi à la fois auteur et fondateur des éditions Ariane. Je vous présente Marc Vallée. Merci Marc de nous recevoir. Ça me fait plaisir, Julie, vraiment. Ça fait longtemps que vous êtes en business, en fait. On tape la 37e année. Oui, voilà. Ça a été officiellement enregistré à Ariane Édition en 1983. Alors, ça fait un bout, mais il y a encore des très belles années à venir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et j'ai bien l'intention d'être là encore pour plusieurs années. Yes, sir! Ça, c'est une bonne nouvelle. Marc, vous avez commencé les éditions Ariane en 1981 suite à des réunions, des rencontres de personnes très, très éveillées et allumées. Et là, on échange, on discute, on papote. Qu'est-ce que c'était ces soirées-là? Alors, c'était mon intérêt personnel, bien sûr, pour ce qui se passait là, sur la planète. On parlait déjà de cette émergence d'un monde nouveau. J'essayais de mieux le comprendre. Il y a eu des lectures qui m'ont vraiment influencé. Des lectures du genre des livres de Gurdjieff, peut-être que certains connaissent, qui était cette quête de la conscience. C'est quoi être conscient? Maintenant aussi des expériences comme celle de Finn Horn en Écosse. Alors là, tu avais la collaboration consciente entre des humains et la conscience dans la nature, donc des êtres hautement évolués qui gèrent la distribution, la circulation des énergies dans la nature. Et à Finn Horn, ils ont rentré en contact. Ils ont collaboré consciemment avec ces esprits-là et ça a donné des jardins extraordinaires. Alors ça, c'est des choses qui m'ont influencé à l'époque et que j'ai voulu y participer. Et les premiers livres, au début, ce n'était pas des éditions, c'était une maison de distribution. Et les premiers livres étaient des livres traduits par un éditeur en France sur Finn Horn. Et là, je suis allé chercher d'autres éditeurs progressivement. Je me suis intéressé au channeling en particulier. C'était une marque de commerce chez nous de trouver ce qui nous semblait être les meilleurs. Et parce que là, on avait accès à des informations d'autres dimensions, leur perspective sur notre histoire, sur notre potentiel, la vision future pour l'humanité. Et tout ça mis ensemble, je me suis dit, je souhaite faire partie de cette grande aventure. Et donc, ça se poursuit aujourd'hui. L'humanité est toujours là. On a passé 2012. Il n'y a pas eu de graves cataclysmes, comme certains pensaient dans les prophéties et tout ça. Moi, c'est une belle aventure. Et participer en conscience, et moi, tout ça, c'est pas juste faire des livres non plus. C'est un cheminement personnel. Donc, développer mes propres facultés et mon propre alignement avec cette conscience-là qui émerge. Et participation aussi à votre couleur. Oui, bien sûr. Là, c'est parce qu'il a ouvert quelque chose, puis c'est plein de questions. C'est quoi le passé? C'est quoi notre histoire? C'est quoi notre futur? C'est quoi tout ça qui vous a alimenté, puis qui vous a nourri cette belle drive-là pour poursuivre cette évolution-là? Ben, le passé, bon, il y a le passé que notre histoire officielle connaît, mais là, en lisant différents ouvrages, on nous parle de l'Atlantide, des continents, des vieux continents comme la Lémurie. Donc, ces cycles d'âge d'or que l'humanité a eus. Et ils nous disent, ben, actuellement, vous êtes dans une période de transition vers un âge d'or qui est un des plus importants. En ce sens qu'on culmine plusieurs cycles majeurs, des cycles de 13 000 ans, 26 000 ans, la précession des équinoxes que les gens connaissent, donc on rentre dans l'ère du Verseau. Mais c'est aussi 50 000 ans, 100 000 ans, donc tous ces cycles culminent maintenant. Il y a vraiment un passage très important. Donc on nous parle de ces époques où l'humanité avait atteint des hauts niveaux en conscience et en technologie, là. Beaucoup plus que nous aujourd'hui. Malgré qu'il y a des programmes secrets des gouvernements qui ne disent pas tout, on a des livres sur le sujet qu'on pourra parler plus tard. Mais donc il y a ces éléments de technologie, mais de conscience là, du passé. Puis là, ben, on s'aperçoit qu'on a la capacité de connecter avec
des vies passées qu'on a pu avoir. Et aller chercher la sagesse qu'on avait dans ce temps-là. Alors c'est fabuleux, parce qu'on va chercher les compétences. Quelqu'un qui était un grand orateur, il peut puiser dans son expérience d'orateur de vie passée. Et on s'aperçoit que tout ça, en fait, on parle de passé et futur, mais en fait, ça serait simultané, là. On peut connecter avec beaucoup de choses. Avec ça, c'est un peu plus difficile à comprendre, cette histoire des lignes temporelles, parce qu'on peut changer aussi notre passé. En changeant qui on est, on change le passé. Et là, c'est un peu plus difficile à comprendre. Ça prend de la compassion pour arriver à changer quelque chose de notre histoire, évidemment. Beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de conscience. Et cette sagesse-là, elle est accessible et c'est ça qui est révolutionnaire pour notre comportement illimité dans des situations toujours émotionnelles ou liées sur des blessures. Alors, c'est important de faire un ménage à ce niveau-là. C'est ça, le bienfait de l'enseignement de cette création-là. Oui, pour nous, ce qui est primordial au niveau des éditions Ariane, c'est vraiment de mettre en évidence la recherche. Il y a une recherche vraiment de science. Et d'ailleurs, la physique quantique est devenue un allié à la spiritualité avec le fait que se sont aperçus que l'observateur affectait l'expérience. Ils cherchent à comprendre c'est quoi le lien entre les deux. Ou deux protons qui peuvent se parler de façon instantanée, donc hors du temps. Donc, tu changes une vibration dans un proton ou dans une particule subatomique et l'autre qui était mis ensemble par un certain temps va réagir automatiquement. Alors, donc, c'est des éléments qui nous amènent à découvrir que les paramètres dimensionnels très linéaires dans lesquels on est habitué sont en train de changer. Donc, la bande passante de réalité qu'on voit est en train de s'élargir. Et en s'élargissant, nos perceptions de la réalité changent, mais la perception de notre potentiel change aussi. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qu'on veut mettre en évidence, c'est qu'on est des êtres avec un potentiel extraordinaire de guérison, mais le but n'est pas simplement de se guérir de maladies, il faut y arriver bien sûr, c'est une étape, mais d'arriver à transformer l'ADN dans son potentiel inné, selon son potentiel inné. C'est là. L'intelligence universelle qui a programmé le corps humain a fait un bon travail. Il faut maintenant découvrir tout ce potentiel. Et c'est ça qui s'ouvre. Il y a des auteurs qui sont vraiment extraordinaires dans la capacité de nous amener à comprendre ces éléments-là. Je parle de Craig Braden ou Joe Dispenza, qui sont d'ailleurs assez populaires. Populaires aussi beaucoup en France, parce que tu as science, donc les Français aiment bien cet élément ancré dans la science. Mais le côté channeling et tout ça vient aussi nous parler de choses qu'on ne peut pas savoir comme telles. Il faut que la source vienne nous dire si vous réussissez à vous connecter avec votre propre divinité intérieure, votre propre soi supérieur, vous allez découvrir tout ça. En attendant, on vous guide, mais ils ne sont pas là comme professeurs et élèves. Les vraies sources d'enseignement nous disent on collabore ensemble. C'est un grand processus et les dimensions sont en train de s'aligner. Vous allez découvrir que vous n'êtes pas prisonnier de votre planète dans ses paramètres dimensionnels. Vous vivez une expérience ici, mais vous pouvez vous promener à bien des endroits aussi, hors de la Terre, et dans ces autres dimensions de la Terre. Et communiquer avec la Terre elle-même, à un certain point. Alors, c'est fascinant. C'est pour ça que je ne vais pas prendre ma pension d'arriver à 65 ans que je lâche tout, parce que le processus est extraordinaire, là. Et donc, structurer la diffusion, effectivement, avec les nouvelles technologies, hein, on a tous les sites sociaux, donc c'est de plus en plus intéressant aussi de structurer la diffusion. Alors, comment toujours être à l'avant-garde de cet élément-là, on est très conscient de ça, et trouver les bonnes informations, parce qu'il faut les trouver, mais elles sont là aussi. Très bonne question. Comment trouvons-nous de la bonne information? Comment on décide que c'est de la bonne information? Alors, plus moi je m'éveille, plus je m'aperçois que la réalité, en fait, c'est des champs vibratoires. Donc, le côté solide des murs ou
toi tu es dans un corps, moi dans un autre, ça commence à disparaître pour voir les champs d'énergie qui sont là. Les gens sont familiers avec l'aura, par exemple, on a ce champ vibratoire, mais la réalité sous-jacente est une réalité vibratoire, donc c'est des champs d'énergie. Alors, une fois que tu prends conscience de ça, tu te places et tu crées une vibration. Alors, on crée des synchronicités, on peut influencer le futur. Et là, donc, la pensée est mise, puis il faut que ça, quand même qu'elle atteigne une certaine cohérence. Le problème avec beaucoup de gens, quand ils cherchent à manifester des choses, c'est qu'ils n'arrivent pas à maintenir leur pensée cohérente assez longtemps pour qu'elle ait un impact sur la réalité. Il faut quand même que le champ vibratoire qu'on crée, mettons l'intention qu'on met, arrive à une cohérence pour avoir un impact sur le champ vibratoire plus large. Alors, c'est pour ça que c'est une pratique. C'est pour ça qu'ils nous font méditer. Hein, tu as toutes les différentes religions, les mystiques qui méditent et tout ça. Donc, créer un champ pour attirer ce genre de choses, d'une part. Ça n'empêche pas, bien sûr, de faire de la recherche. Alors, je suis fréquemment sur Internet, je regarde, je vais voir sur Amazon, les best-sellers, des choses comme ça. Bien sûr, il y a cet élément-là. Mais je compte sur la synchronicité que je crée en conscience pour que les bons livres m'arrivent aussi sous la main. Alors, ça arrive d'une façon ou d'une autre, puis finalement, ça arrive sur mon bureau. Et moi, je vais les lire. Alors, tous les livres que je publie, en fait, je les lis. On ne shoot pas des livres comme ça sans savoir ce qu'il y a dedans. Il y a des grosses maisons d'édition où c'est plus difficile. Nous, on a toujours voulu se maintenir à ce rythme de 12, 14 livres par année parce que ça nous permet d'être proches de nos auteurs et proches de nos livres. Puis ça fonctionne bien. Je veux dire, c'est bien rentable et tout. Là. Pas besoin de faire 100 livres pour être rentable. Alors, c'est plus sur se concentrer sur un certain nombre qui pour nous sont importants, qui apportent quelque chose. Puis après 30 ans, il faut que le livre apporte quelque chose de plus que ceux qui l'ont précédé. Alors, des fois, c'est pas évident. Mais c'est ça, c'est un ressenti. Il y a des livres que je publie où tu sais que la source qui a inspiré le contenu, c'est à qui le livre va s'adresser. Il y a des lecteurs à qui ils vont parler. Et dans le livre, il y a une sorte de champ aussi vibratoire qui est là. Et à un moment donné, tu lis. Des fois, la lecture n'est pas nécessairement facile par le contenu, mais une fois qu'on rentre dans le texte, puis là, ça devient, on arrive à décortiquer un petit peu les codes, là. On rentre dans le champ vibratoire. Là. Et là, je sais que c'est bon. C'est une énergie. C'est comme tu ressens l'énergie. Je ne peux pas dire à quel point que c'est l'énergie maximum voulue, mais quand même, tu ressens. Tu ressens, puis là, tu sais que c'est bon. Puis ça vient avoir un impact sur ta compréhension des choses. Et c'est un processus fort intéressant. Donc, les gens qui veulent appliquer, du moins faire une demande pour leur livre aux éditions Oriane, vont sur le site internet éditionoriane.com et là, vont soumettre un manuscrit. Et là, un coup, c'est envoyé. C'est vous qui prenez le manuscrit puis le lisez ou il y a un comité de sélection? Comment ça fonctionne un coup que le livre arrive chez vous? On reçoit, je dirais, tous les jours 2, 3, 4, 5 manuscrits. Alors, je ne pourrais pas, moi, tous les lire. On a un comité de lecture. Donc, ils vont passer à travers tous les livres, pas nécessairement les lire du début à la fin, parce qu'à un moment donné, il y a des livres qu'on voit que dès le départ, que c'est pas dans notre ligne éditoriale. Et ce comité de lecture-là va présenter ce qui semble être va retenir certains titres. Alors, ceux-là, je les regarde. Ceux-là, je les regarde attentivement. Mais en général, tout ce qui arrive sur le site Oriane, il y en a beaucoup qu'on reçoit par Internet, je les regarde tout le temps. Je ne les donne pas automatiquement au comité de lecture. Je les regarde, puis si ça me semble dans une certaine moyenne, là, au moins ce qu'on fait, je vais le dire au comité de lecture, regarde-les.
Alors, ça va arriver, par exemple, que je reçois un livre, je le regarde, puis oh, c'est bon, je le fais. Alors, mais sur l'ensemble de ceux qu'on reçoit, même s'il y en a, des fois, tu dis c'est bon, mais je me garde autour de 12-14 livres par année. Alors, je peux. Il y en a comme sont bons, puis finalement on ne les fait pas, mais bon, ça, pour différentes raisons. Parce qu'on a donné priorité à d'autres livres. Alors, on sait qu'il y a des gens qui mettent tout leur cœur. La création d'un livre, c'est prenant. C'est prenant, puis des fois, c'est difficile. Je ne peux pas publier des livres pour faire plaisir à celui qui l'a écrit. Alors, il y a des maisons d'édition qui vont avoir un éventail d'acceptation plus large que nous, par le fait qu'on se limite à 12-14 livres. Mais, donc voilà, il y a un processus, ça s'envoie au comité de lecture qui nous fait un rapport de lecture. Et c'est bien fait, il y a tous les éléments principaux du livre, il y a un résumé et tout ça. Il présente les auteurs, et là, moi, je vais les regarder. Alors, c'est ça, en fonction de ce que j'ai en général comme plan, on le fait ou on le fait pas, mais on répond toujours à tout le monde. On a vraiment une belle... on ne peut pas dire aux gens pourquoi qu'on ne le fait pas, parce que ça serait trop long. On prend quand même la peine de remercier les gens qui nous ont fait honneur de nous envoyer leur livre, et on les remercie d'avoir considéré notre maison d'édition et tout ça. Mais c'est ça, il faut avoir un contenu qui vient enrichir 30 années d'édition. C'est un défi. C'est intéressant, c'est un bon mode de sélection en tout cas. Oui. Pourquoi ça prend du temps quand tu vas prendre un livre? Je sais pas juste par rapport à Ariane, mais à l'édition en général. Pourquoi la machine est longue? Pourquoi que ça peut prendre des fois 1 an, 2 ans pour avoir une réponse que finalement ton livre n'est pas pris, tu sais? Alors, nous, on essaie de faire ça plus rapidement, mais c'est un processus qui est assez long à cause du nombre de manuscrits qui sont reçus. Mais la ligne éditoriale ou le choix des livres se fait sur 1 an. Alors, comme nous, on a déjà là, nos livres du printemps qui sont sélectionnés. On travaille sur 1 an à peu près, parce que de plus en plus, tout le système, que ce soit les distributeurs, ils veulent avoir bien d'avance l'information sur chaque livre. Il y a quand même beaucoup de livres qui sont édités, hein? Alors il faut que le système puisse absorber de ce nombre de livres. Ça se retrouve en librairie. Donc tout le monde nous demande des informations de plus en plus tôt. Donc en fait, c'est toute la chaîne du milieu du livre qui fait que le processus est souvent assez long. Mais nous, c'est pas 1 an. Vraiment, on essaye de faire ça dans 3 mois en général. On essaie de répondre aux gens. C'est l'objectif qu'on se donne. Et aussi, pourquoi quand un livre est sorti, la publicité est difficile à faire? C'est comme, on ne voit pas, exemple, des annonces de livres à la télévision, à la radio ou sur le bord d'une autoroute. Comment qu'on fait pour promouvoir, exemple, un nouvel auteur qui n'est pas connu comme vos Top Gun, mettons, mais qui a un contenu intéressant? Comment ça se promue? Oui. Alors, les livres qu'on a publiés dans les années, fin des années 90, pour prendre cet exemple, les années 2000, on publiait un livre, nous autres, on avait donc une clientèle habituée à voir nos choses, puis ça se vendait assez facilement. On n'avait pas besoin de faire beaucoup de promotion, ça sortait dans le réseau, puis on avait on a comme 25 000 personnes qui sont très intéressés par ce qu'on fait, donc le livre passait assez bien. Puis certains livres comme Les Conversations avec Dieu, puis Le pouvoir du moment présent, on a vendu 300 000, 350 000. Mais actuellement, aujourd'hui, avec le système qui a changé, avec les jeunes qui sont beaucoup plus sur Internet, les sites sociaux, on doit être... pour les éditions Ariane, il y a eu une réflexion en fait qui s'est faite, puis notre public a vieilli. Donc, pour renouveler, puis on pense aux 20-40 ans en particulier, comment est-ce qu'on peut les rejoindre? Il y en a qui ne connaissent pas du tout, en fait, cette thématique-là.
non seulement ils ne connaissent pas rien en édition, mais ils ne connaissent pas cette thématique de l'éveil spirituel, le pouvoir de la pensée, ces choses comme ça. Mais une fois qu'ils sont informés, ça les fascine. Et ça, j'ai eu l'expérience plusieurs fois. Et quand on parle d'environnement, les jeunes sont intéressés par l'environnement, la justice sociale et tout ça. Mais là, ils découvrent l'environnement, c'est pas juste dépolluer chimiquement une rivière, c'est aussi, il y a aussi une conscience qui est là, on peut communiquer et tout ça. Ils vont rapidement voir la portée possible de ce genre d'enseignement. Donc, il faut les contacter. Comment les contacter? Alors, il faut faire la promotion. Nous, actuellement, on va mettre un budget à partir de septembre, un budget conséquent dans les Facebook, Instagram, on va avoir une chaîne YouTube. Bien sûr, il y a des revues, il y a différentes revues, on peut annoncer dans les revues. Habituellement, on se maintient là, un minimum d'informations comme ça, mais on s'aperçoit que ça n'a pas tellement d'impact. On informe la clientèle, mais c'est difficile d'évaluer le retour exactement. Donc, il n'y a pas de grands outils là, pour annoncer les livres. Bien sûr, des éditeurs comme Gallimard en France, ben, ils ont des structures de gens en place, des attachés de presse, ils sont en contact avec des émissions de pointe en France et tout ça. Nous, dans le domaine alternatif, c'est un peu plus difficile. Il y a différents outils qu'on utilise, mais là, on suit vraiment les développements technologiques actuels et on fait des tests avec les Facebook, par exemple, où on va tester ce qu'on appelle des tunnels de vente. Donc, les gens qui vont voir nos choses, est-ce qu'ils vont arriver à acheter sur ça? Donc, on fait des tests. Une chose qu'on a beaucoup fait aussi, c'est des conférences. Donc, on invite les auteurs à venir à Montréal. On a fait des conférences aussi à Toulouse, par exemple. On a eu des gros groupes, là, 1600 personnes. Par exemple, avec Lee Carroll et Craig Braden, on a eu 2000 personnes à Paris. Mais ça, c'était les bonnes années. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Je pense qu'Internet est là. Donc, les gens se déplacer, là, en plus, avec avec la COVID là, récemment, tout ça est appelé à changer. Donc, ça demeure un défi. Il faut toujours, pour un éditeur, d'être de son temps et d'aller là où les gens sont. Et nous, actuellement, le défi qu'on s'est donné, c'est de pouvoir parler aux plus jeunes, qui sont pas juste une question de marché, là, pour dire avoir un marché plus large, mais c'est eux les futurs aussi, les leaders. Alors, mais pas que la conscience, déjà, c'est souvent des enfants cristal, là, des enfants très, très allumés, mais qui n'ont pas compris leur fonctionnement. Ben voilà, tu sais, puis j'ai un adolescent, j'ai 2 adolescents, ils vont écouter du hip-hop, beaucoup, c'est beaucoup à la mode, mais dans les hip-hop, les valeurs, c'est toujours un gros paquet de billets de 100 $ ou tout ça, la grosse auto, la drogue aussi beaucoup, et les filles. Tu sais, les armes. Et les armes, ils ont souvent des armes. Et en plus, les chanteurs s'insultent les uns les autres et se tuent les uns les autres. Alors, c'est juste pour dire que quand tout ça attire beaucoup le regard du jeune, on se dit, ben, il y a d'autres éléments aussi importants. La musique peut être intéressante, le rythme peut être intéressant, mais il y a vraiment des belles choses qui sont là, puis on sait qu'ils vont venir à l'écoute, mais il s'agit de les rejoindre. Alors, c'est un défi, mais comme on discutait, j'ai des équipes spécialisées dans les sites sociaux et on fait des tests importants de ce côté-là. Bon, moi, je veux parler de l'excitation d'aller chercher des grands coups de cœur de masse. Là, on a parlé tantôt de Neil Donald Walsh, d'Ed Cartolé, et vous en avez plusieurs, Top Gun, à votre collection d'auteurs, si je peux me permettre. Comment on arrive à aller les chercher? Parce que les autres, ils ont déjà des contrats d'édition en anglais. Fait que là, ouais. Vous avez dit « Bonjour, j'aimerais ça le publier en français, je vais le faire traduire. » C'est toute une histoire d'aller chercher des livres à l'international.
Oui, et puis en tant qu'éditeur québécois, pour un éditeur américain, il vise la France. C'est le standing d'une maison d'édition en France. Ici, ils pensent qu'on a l'accent fait que la France ne comprendra pas ce qu'on écrit. Alors, il y a eu, plus au début des éditions Ariane, à convaincre quand même ces maisons-là qu'on faisait du travail sérieux. Mes conversations avec Dieu, ça, je l'ai trouvé dans une librairie, quand je suis allé dans un voyage aux États-Unis. L'agence que j'ai contactée, en fait, il faut que tu remontes pour trouver l'agence. Aujourd'hui, bien, on est bien établi auprès de plusieurs agences françaises comme américaines et tout ça. Mais après 37 ans, j'espère. Oui, alors... c'est cultivé, là, c'est des relations importantes, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ils nous connaissent. Quand ils voient des ventes comme notre historique le montre, on a un bon nom, là. Mais quand c'est des nouvelles maisons d'édition américaines, des fois, ils ne sont pas certains. Alors moi, je vais dire, je suis un éditeur français pour ouvrir, français de langue française. Je suis un éditeur de langue française, alors ça ouvre la discussion, puis éventuellement, bon, on dit, bon, on est stationné. On est au Québec. Je suis de Montréal, et bon, ça dérange presque plus. Est-ce que vous les rencontrez ou c'est juste vraiment avec l'agent, là, finalement? Il y en a que c'est l'agent, il y en a que c'est l'agent, et il y en a qu'on se déplace. Moi, j'aime ça, pouvoir les voir en action aussi. Ben oui. Alors, j'ai beaucoup voyagé comme ça, dans des conférences, on les regarde, on va manger ensemble, bon... mais les voir agir. Et quand Ariane Édition organisait des événements, avec Toulouse, à Toulouse, par exemple, en 2012, on avait, je pense, une dizaine de conférenciers. Alors, on vit un peu avec eux autres. C'est intéressant de les voir, comment ils sont, comment ils sont avec leur... Des fois, il y en a qui viennent avec leur femme, par exemple, leur conjoint. Comment ils sont. Je me souviens d'une conférence avec Craig Reardon, on avait 2000 personnes, puis un technicien dans la salle qui avait déconnecté rapidement l'ordinateur de Craig, et l'ordinateur a arrêté de fonctionner. Alors lui, il fallait qu'il pense à sa conférence, parce qu'il y a beaucoup de... C'est un PowerPoint avec plein d'images. Fait que là, s'il n'a pas accès à son ordinateur. Fait que sa conjointe est à côté en disant « Craig, tu vas réussir » et tout. Puis à un moment donné, il dit « faut que tu me laisses mon espace », même si elle l'encourageait. Mais la façon dont il a réagi, que ça a été dit, il aurait pu dire « laisse-moi tranquille une minute ». Là, mais on voit que c'est des gens qui sont professionnels au niveau travail, mais qui sont walk your talk, là, qui sont bien comme personne dans leur vie privée. C'est pas tous les auteurs qui sont nécessairement comme ça, là. Donc ça, c'est intéressant quand même d'avoir du vécu. C'est qu'on essaye d'en savoir un peu sur eux avant de faire le livre, mais dans certaines circonstances, c'est pas possible. Là. Actuellement, moi, je vais aller voir les YouTube. Ça fait que j'ai un nouvel auteur que je viens de signer. Bien, je vais la voir sur YouTube et tout ça. Donc, vraiment, essayer d'avoir le plus d'informations possible pour comme saisir, ressentir la personne aussi. Là. Parce que les lecteurs nous font confiance. Hein? Alors, on prend ça au sérieux, c'est sûr. Oui, puis à 14 livres par année, tu ne peux pas non plus te permettre d'avoir des erreurs, tu sais, des livres qui ne prennent pas du tout. C'est sûr, là, un livre, quand même, ça coûte assez cher, parce que nous, c'est souvent de la traduction. Donc, il faut traduire, il faut faire des avances. Si le livre coûte 25 000 30 000 à sortir, puis bon, ça roule moins. Mais il y a des livres qu'on fait en sachant que ça va rouler moins. Mais c'est un coup de cœur, puis on le fait quand même. Puis pour ceux qui vont le lire, même s'ils sont en nombre moindre, ils vont apprécier. Alors, c'est pas une pensée de rentabilité, c'est une pensée de donner de la qualité, et ça a bien fonctionné pour nous. Génial, en tout cas, c'est très intéressant, mais je veux aller un petit peu dans le côté croustillant là, de vos rencontres avec vos Togwem. Si on prend exemple, là, Aurélia Louise-Jones, celle qui écrit Les Télos. Les Télos, là, ils ont fait vraiment fureur, les gens parlent de tout ça, c'est vraiment une référence. Fait que ça, on y va avec l'auteur. Votre rencontre avec elle, une anecdote. Alors,
Au début, Telos, ils étaient deux, et c'est devenu juste Aurélia. Alors, ça, c'était un peu magique, ce livre-là. C'est comme si les gens vraiment l'attendaient. Alors, parce que des fois, on sent comme une pression énergétique du lectorat qui veulent l'information, un certain type d'information. Alors, Telos, c'est une cité intraterrestre en dessous du mont Shasta. Il y avait très peu d'informations à ce moment-là sur ce genre d'informations, de société intraterrestre. De la cinquième dimension, entre autres. Oui, oui. En fait, il y a des civilisations physiques et d'autres qui sont sur des plans plus de cinquième dimension, par exemple, donc plus vibratoires. Alors là, le livre nous présentait différentes informations sur ces cités intraterrestres. Donc, Aurélia, en fait, c'est une Québécoise qui est aux États-Unis. Ah oui? Ça, on a découvert ça. Et quand on l'a invitée à venir à Montréal, avec il y avait des membres de sa famille, là, une tante, je pense, des gens proches d'elle dans sa famille. Alors ça, c'était intéressant. Sinon, ça a bien cliqué. Moi, j'ai fait un tour avec elle sur le mont Shasta. Donc, on a marché sur le mont Shasta avec elle. Donc, elle ne m'a pas montré d'entrée, là. On cherche toujours les entrées quand on va au mont Shasta. Mais c'est un endroit très, très puissant. C'est un endroit très puissant. Ils nous ont parlé aussi que ce peuple maintient une fréquence d'amour pour les peuples de la surface. Parce qu'à l'intérieur de la Terre, c'est les plus sages de l'Atlantide qui se sont trouvés là, les plus sages de la Lémurie qui se sont trouvés là. Alors, c'est des sociétés avancées spirituellement et technologiquement. Le problème était à la surface, mais ce que Aurélia nous disait aussi, c'est que ces messages qu'elle recevait disaient qu'eux sont bloqués dans l'évolution actuellement, parce que l'humanité doit être une. Et une portion qui est à l'intérieur de la Terre, quand on dit à l'intérieur, en fait, c'est pas dans des cavernes sombres, c'est des endroits magnifiques là, qui sont là, là. Il y a même un soleil intérieur, une sorte de boule de plasma là, qui est là, qui éclaire et qui... il y a donc de l'eau, des animaux, des plantes. Donc, c'est des beaux endroits. Donc, l'intérieur de la Terre est habitable. Et ça vient de différentes sources aussi. Là. Il n'y a pas juste l'île de Telos à Aurélia. Mais ils sont donc bloqués dans leur évolution parce qu'ils doivent maintenant communiquer avec le peuple de la surface. Et c'est ça qui est en train de se faire. Là. Alors, ça, c'est des choses que Aurélia disait. Il ne faut pas oublier qu'on est appelé à communiquer de plus en plus là, ensemble et qu'eux attendent qu'on s'ouvre pour recevoir leur sagesse. Là. En passant, les livres de Telos sont faits aussi audio, excellente narration, excellent rythme. On s'abreuve de ça très, très facilement. Super beau produit, félicitations, belle réalisation. Oui, ça a parti, on a vendu comme 30 000 très rapidement. OK, Drunvalo Melchizedek. Ça, pour l'histoire de la Terre, lui, ça a été assez solide, là, avec toute la conscience de l'ADN, de l'histoire qui a reculé très, très, très loin dans le temps des géants et tout ça. Très, très captivant. L'ancien secret de la fleur de vie, tome 1, tome 2. Oui, ceux qui ont déjà visité l'Égypte puis le temple d'Abydos, il y a une fleur de vie qui est sur la pierre, là, sur une des colonnes. Là. Donc, Drunvalo, son message, c'était de nous révéler cette fleur de vie, hein, l'ancien secret de la fleur de vie, et le Merkaba. Le Merkaba qui est un véhicule qu'on se crée, on crée autour de nous, un véhicule donc vibratoire qui nous permet de projeter notre conscience à différents endroits. Alors lui, dans ses conférences, par exemple, quand il enseignait, par exemple, il y avait 30 personnes, à un moment donné, il y en a un qui disparaissait. Il y en avait un autre qui disparaissait, parce que la Merkaba était partie. C'est bon, parce que moi, j'ai entendu du monde qui dit « Moi, ça fait 3 ans que je fais les exercices de Merkaba, là, puis ça part pas pantoute. » Si on veut être bon au tennis,
combien de temps qu'il faut pratiquer. Ouais. Il y en a qui ont des dons, là, mais quand tu joues comme 4-5 heures par jour, t'es bon. T'es meilleur, t'es meilleur. T'es meilleur. Alors, mais l'avez-vous rencontré, Melchizedek? oui, je l'ai rencontré. Il est venu à Montréal, on l'a emmené en France. Je suis allé le voir. Là, il demeure à Sidona. Maintenant, il est âgé, peut-être quoi, il doit avoir 75 ans, Drunvalo. Mais je suis allé donc le voir. Il demeure à Sidona maintenant. Il a demeuré à Vancouver un certain temps, c'est-à-dire dans les Rocheuses, près de Vancouver. C'est des gens qui ont une mémoire là, de choses qui ramènent ici. Hein. Donc, c'est des êtres qui sont appelés à être comme des points d'ancrage. Je parlais des champs vibratoires de plus en plus, mais si on voit un champ, donc la Terre comme un champ vibratoire qui vibre à une certaine fréquence, il y a des êtres qui sont comme une aiguille d'acupuncture qui viennent en créer une fréquence un peu plus élevée. Puis là, ben, il y en a quelques-uns. Ben, Jésus, par exemple, ben, ça c'était un élément très, très puissant. Mais Drunvalo a joué ce rôle en nous révélant cet ancien secret de la fleur de vie. Alors, moi j'ai bien aimé. C'est un ami ça, de Craig Braden. On les a invités ensemble. Alors, je pense qu'il a bien diffusé son message. Là. Puis là, on vient de rééditer le livre Vivre dans le cœur de Drunvalo. Lui pensait qu'il allait avoir plus de choses qui allaient se passer dans les années 2012-2013, plus de choses visibles. On sait qu'il y a des choses qui se passent sur les plans plus subtils. Alors, moi, il m'avait dit, quand je suis allé le voir, il me dit, d'après moi, au plus tard, en 2016, on va voir vraiment des choses au niveau même des tremblements de terre ou des déplacements de continents. Donc, il y a des bouleversements qui pourraient réajuster, en fait, les tensions, diminuer les tensions qui existent. Et toi, c'est pas arrivé, là. Alors, ou c'est peut-être arrivé, mais ça n'a pas été mesuré. Alors, oui, effectivement, parce qu'on a peut-être changé notre réalité, qui fait qu'il y a eu des changements qui se sont faits, puis on n'est pas vraiment conscient de tout ce qui s'est passé. Alors, je me souviens de cet élément-là. Une chose intéressante aussi, quand je l'ai rencontré, il m'a montré des photos, c'était des vaisseaux qui étaient faits une sorte de plasma, mais c'était orangé. Il dit que c'est des êtres qui vivent dans le magma de la Terre. Donc vous avez des êtres, quelle forme d'être que ça doit être, s'ils vivent dans le magma de la planète, mais qui vivent dans des sortes de géodes à l'intérieur du magma. Il dit, puis là, il montrait des photos, donc tu as un vaisseau. Quelqu'un avait pris des photos du vaisseau, puis le vaisseau pouvait se diviser en deux, puis revenir ensemble. C'était comme tout une sorte d'orangé. Alors, on découvre qu'il y a des formes de vie hautement évoluées, on parle de nature, mais qui existent dans d'autres dimensions de la Terre, même sous l'eau, à des grandes profondeurs, sous les océans, comme à 10 000 mètres. Là, il y a des formes de vie là, avancées qui sont là. Alors, on est en train de découvrir tout ça. Donc, Drunvalo, ça a été un peu nouveau de nous parler de très bon pionnier. Oui, c'est un auteur qu'on a bien aimé, ça. Doreen Virtue, qui a été très très connue au niveau des anges, et des anges, beaucoup d'anges, de maîtres ascensionnés et toutes sortes de déesses. Doreen, votre expérience dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, j'ai entendu la rumeur qu'elle avait tout arrêté et qu'elle avait tout sacré cela. C'est-tu vrai? Alors, Doreen, on a publié un jeu de cartes d'elle. Il y a d'autres éditeurs qui ont fait des livres. Nous, on a fait un jeu de cartes. Et oui, elle nous a écrit, ça doit faire 2 ans, en nous disant que, parce qu'elle est associée avec les anges beaucoup, puis elle s'habillait, les voiles et tout. Elle nous a écrit pour dire qu'elle est devenue plus chrétienne fondamentaliste. Donc, que Jésus lui a apparu, puis il lui a dit ça. Donc, elle a abandonné tout ça. C'est vraiment un revirement complet. Alors, c'est spécial, effectivement. C'est spécial, oui. Ça fait qu'elle nous a écrit en disant « J'aimerais ça que vous essayiez de vendre les anciens livres que vous avez publiés. » Elle a dû écrire à tous les éditeurs, demandant, parce qu'elle a arrêté ça. C'est particulier. Fait que ça,
bon, c'est des expériences dans la vie de gens. C'est la seule, je n'ai pas d'auteur qui, après 20 ans, dans un domaine, vient dire... La notoriété aussi, tout le monde quasiment la connaissait. Oui, ben, tu as invité beaucoup dans les conférences, c'est ça. Alors, des choses qui arrivent, je suppose. Oui, c'est ça. On y va avec Ed Cartollet. L'avez-vous rencontré? Oui. Oui, d'ailleurs, Edgar est venu à Montréal en octobre, ça doit être en 2019, non, 2018, je pense. À Montréal, il y avait 5000 personnes. 5000 personnes pour voir une grande salle. C'est du monde, mais il est très particulier, lui. Il est très particulier. Tout est dans son pouvoir du moment présent. Depuis, il parle de toutes sortes de sujets, il connaît beaucoup de choses, mais son expérience d'éveil, qui raconte dans le pouvoir du moment présent, et comment ça l'a amené à vivre dans un état de grande joie, qu'il pouvait passer des heures dans un parc. Donc, juste à être... Lui, c'est quelqu'un qui était suicidaire, ça, avant. Il y a eu cette expérience-là, qui s'est passée une nuit, là. Et c'est comme contacter une portion de lui, puis ça, il vivait un état de grand bonheur, simplement être assis dans un parc. Et petit à petit, bien, les gens ont commencé à lui poser des questions. Vous voyez bien qu'il y avait quelque chose qui se passait autour de lui. Et c'était à Vancouver à l'époque. Et donc, c'est une dame qui a dit, bien, on va publier ce que tu nous racontes, ce que tu nous enseignes. Et c'était le pouvoir du moment présent. Donc lui, il est très indépendant de toute la structure de promotion, puis tout ça. À un moment donné, il va faire des conférences, il va faire une tournée. En Paris, il y avait 4000 personnes, il va à Londres, en Suède, il y a toujours un peu ce 3 000, 4 000. Montréal, je pense, c'est son groupe le plus grand, c'est quand même intéressant, 5000. Mais ce qui est particulier avec lui, d'une part, c'est un Allemand, d'origine allemande, il est actuellement canadien d'origine allemande. Contrairement aux Américains qui aiment plus monter un genre de show en même temps dans leurs conférences, hein, beaucoup d'images, puis ça déplace plus d'air si on veut. Lui, il arrive, puis là, il faut voir comme à Montréal, par exemple, 5000 personnes, une énorme scène, mais avec une seule chaise sur la scène, et il s'assoit. Et il se met à parler avec une voix assez tranquille, un peu monocorde, là. Mais c'est ça que les gens aiment, cette expérience. Il raconte. Rien d'extraordinaire, parce que c'est dans son livre. Mais là, c'est le pouvoir du moment présent. C'est là aussi que plusieurs ouvrages convergent vers ça. C'est uniquement là que vous pouvez agir. Alors, avoir des remords du passé puis des peurs du futur, ça ne donne rien. Dans le présent, là, vous êtes créateur. Vous êtes créateur de votre vie. Et Toll, il y a un grand talent, c'est de parler à plusieurs niveaux de lectorat en même temps. Donc, tu peux avoir les gens plus débutants. Moi, j'ai vu là, des gens qui connaissent, qui ne lisaient pas ce genre de choses. Les jeunes lire ça et aimer. Puis des gens qui sont aussi plus avancés sur le chemin, là, apprécier aussi son contenu. Alors, pour un éditeur, c'est extraordinaire. Ben oui. Puis en plus, il y a plein d'affaires, hein? Des audios, des jeux de cartes, des ci, des ça. Il y a beaucoup de produits à carteler, dont son dernier qui a écrit sur le coronavirus. Est-ce que celui-là, il est publié? Non, lui, il n'est pas publié. Ah, OK. Mais en tout cas, c'est très frais. D'après moi, ça va venir au printemps l'année prochaine. OK. Ben, tu m'annonces quelque chose? 2 livres sur le coronavirus qu'il a fait au mois de mars. Le 23 mars cette année, il est sorti, ça s'appelait Mais voilà, claque. OK. Alors, ben, ça va sûrement nous intéresser. Ah oui, j'ai compris, 5000 personnes à Montréal. Si tu reviens, je veux y aller. Je vais aller y parler si c'est possible. Je place mes cartes, moi aussi. Alors, quand je disais qu'il est assez indépendant de toute la structure, bien sûr, quand un auteur vient, comme par exemple Joe Dispenza, là, qui a écrit Placebo, Rompre avec soi-même, Devenir super conscient, qui sont des best-sellers.
La première fois qu'il est venu à Paris, bien sûr, moi j'ai pris un attaché de presse, puis rencontré le maximum de médias. Alors on a eu une bonne réponse, il va y avoir 6-7, puis Joe est très disponible, il prend le temps, puis ça a aidé au succès là, de départ. Toll, il ne veut rien savoir. Alors moi, j'ai contacté l'organisateur et tout, j'y ai demandé, j'ai dit, on pourrait facilement l'avoir, tout le monde en parle. Ben oui, ben oui. Non, rien. Il arrive sur scène, il dit bonjour à tout le monde, puis c'est tout. C'est un style, donc vraiment chaque auteur, tu vois, il y en a qui ils font... il y en a même, comme Lee Carroll, par exemple. Oui, c'était ma prochaine question. Lui, on a déjà eu 900 personnes à Montréal. Puis à la fin de la conférence, il se met debout. Puis tous ceux qui veulent y parler, il leur parle. Non, ça, c'est gentil. Il prend le temps, puis il y en a eu beaucoup. Alors, il prend le temps. Ils sont conscients que les lecteurs, c'est ça qui les font vivre, les lecteurs qui aiment le contenu de leur livre, ils vont leur rendre l'appareil en étant présent pour eux. Des fois, ce n'est pas toujours possible, là, parce qu'avec 900 personnes, mais c'est ça, c'est intéressant de voir comment chacun agit, est disponible. Puis il y a une chose qu'il faut quand même savoir, même si ce sont des auteurs qui abordent de plein fouet, si on veut, la question de l'éveil spirituel et tout ça. Et ceux qui reçoivent des informations, chacun a un peu sa méthode. Hein. Lee Carroll a sa méthode. Conversation avec Dieu, il écrivait une question, puis il entendait la réponse. Alors, c'est pas du channeling comme tel, mais c'est une façon de recevoir l'inspiration. Bien, ça reste du channeling pareil. Ben, c'est ceux qui peuvent dire « Ouh, j'ai demandé une question à Dieu, puis j'ai la réponse déjà là. » Alors, oui, c'est ça. En fait, c'est différentes façons, puis c'est pas que c'est nouveau comme tel. Dans l'humanité, on avait des oracles, l'oracle de Delphes. Bon, l'humanité a souvent été guidée par ce genre de choses. On voit en Amazonie, tu as des chamans qui communiquent avec le monde des esprits, qui se projettent dans le léopard. Bon, il n'y a pas juste l'Occident avec son channeling, là, bien sûr. Alors, il y a différentes formes de réception d'informations, mais les guides ne peuvent pas attendre que la personne soit comme parfaite pour donner l'information, parce qu'on n'aurait pas grand-chose qui circulerait. Alors, bien sûr, il y a Neil Walsh, je pense qu'il s'est marié, quoi? 5 fois. 5 fois. Parce qu'il est venu au mois de septembre l'année passée, je l'ai rencontré, et lui, il a rencontré tout le monde, il a pris des selfies avec tout le monde, puis il a signé des autographes avec ceux qui voulaient. Et il venait sur sa chaise de même avec ses 80 ans, là, puis là, il signait, il était vidé, il avait donné une journée de parlage et tout ça, extraordinaire, tu sais. Il a fait un ACV il y a 1 an, il y a une opération à cœur ouvert, mais moi aussi, je l'ai rencontré quand il est venu donc au mois d'août. Je l'ai invité à venir manger. Puis, il était allé à Paris quelques mois avant. Ils ont eu comme 3 000 à 4 000 personnes encore là, à Paris. Quand on parlait de comment annoncer les livres, mais à Paris, il a annoncé la conférence dans les métros. Donc, tu avais les panneaux dans les métros là, à Paris qui annonçaient Neil Walsh. Puis, moi, j'ai participé. Donc, les livres étaient là, dont la conversation avec Dieu, tome 4, qui était le dernier là, qui vient de paraître. Ici, je ne pense pas que ça vaille le coup, mais en France, ça a fonctionné quand même. Il a mis ces choses... Mais il écrit encore, c'est ça qui est extraordinaire. Il est encore en train d'en sortir un autre. Là. Mais là, les autres, c'était dommage, ils n'étaient pas traduits encore. Fait que là, let's go! Mets à jour, Neil! Oui, on a fait des conversations avec Dieu, tome 4, parce que Neil, il écrit beaucoup. Mais il y a 30 livres à date à son actif. C'est ça. Alors, il y en a que... ça va peut-être, c'est lui qui écrit, on va peut-être un petit peu moins loin. Oui, c'est ça, exactement. Comme éditeur, il faut faire attention aussi pour ne pas sur-éditer des fois. Les auteurs, il faut quand même qu'ils prennent le temps de cheminer pour avant d'écrire. Il y en a qui écrivent, là. Quand tu écris un livre par année, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont à compter tant que ça. Donc, il faut faire attention un petit peu. Même si on fait des bons livres,
peux pas dire qu'un nouveau livre va nécessairement être bon. Moi, je regarde tout ça aussi. Là. Mais en tout cas, je sais que ça fait 7 fois que je vous le dis, mais Conversation avec Dieu pour adolescents, j'aimerais beaucoup l'avoir. Si vous pouvez le rééditer en essayant d'aller rejoindre vos jeunes, là, ça, je pense que c'est un beau produit à leur offrir pour aller les chercher. Ben, dans le contexte où on veut rejoindre les plus jeunes, peut-être qu'effectivement, ça serait quelque chose à reconsidérer. Parce qu'il y a des livres on pense qu'ils ont fait leur chemin, on ne va pas nécessairement les rééditer. Parce que quand on fait des petites quantités, ça revient plus cher au coûtant à l'unité. On considère ça. Mais en même temps, c'est ça. On est là pour servir. La polyvalente là, dans les toilettes, là, Neil Donner-Wash, Conversation avec Dieu, là, éveillez-vous. Là. Je sais pas faire retravailler ce slogan. Il y a moyen d'aller les rejoindre. OK, ben, on prend bonne note. Merci, merci, merci. Côté Top Gun québécois, parce que là, il y a du solide aussi, surtout du côté de Pierre Lessard. Quelle révélation spectaculaire, canalisation de Maître Saint-Germain, mais avec une précision vibratoire exponentielle. Ça, bravo. Très beau coup. Oui, avec Pierre, là, on est devenus des amis là, au cours des années. J'ai voyagé avec lui aussi quand même beaucoup. Alors ici, on est à Outremont et Pierre, en 98, avait un bureau sur Van Horn qui est juste à côté ici. Alors, j'ai su qu'il existait, on pouvait avoir des rencontres individuelles. Alors, le fait que mon bureau n'est pas loin de où il était, quand je les ai appelés, j'ai dit que si vous avez une cancellation, parce qu'il y avait quand même, je pense que c'était 6 mois ou 1 an d'attente, si j'avais quelqu'un qui annule son rendez-vous, ben moi je vais y aller. C'est juste m'appeler 10 minutes avant, puis je vais aller. Ce qui m'a permis d'avoir des canalisations. Et à un moment donné, j'ai proposé au Maître Saint-Germain, après quand même quelques années. Moi, la première fois en 98, on a publié, lui, ça fait quand même un bout, peut-être en 2005, quelque chose comme ça. Alors, j'ai offert au Maître Saint-Germain, ils ont une maison d'édition, donc j'aimerais rendre ça disponible à vos enseignements. Merci, merci. Belle proposition. Il m'attendait un peu, c'est comme, c'était prévu, déjà prévu. Et on a sorti donc Manifester ses pouvoirs spirituels. Et il y a le tome 1, le tome 2. Le tome 1, c'est davantage sur ce qui a rapport avec la manifestation, hein, donc attirer à soi ce qu'on a besoin dans notre cheminement. Donc, c'est ces grandes lois, il y a beaucoup de livres sur ça. Le maître Saint-Germain a bien... il rentre plus profond. On a le livre comme Le Secret, qui est un grand succès, mais il n'y a pas grand contenu, je dirais, qui explique vraiment les principes. Là. Alors là, ici, on va peut-être un peu plus loin dans cet élément-là de la manifestation, parce que c'est notre héritage en tant qu'être divin de manifester ce qu'on veut. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir. C'est pas évident là, quand on regarde la planète, là, mais c'est pas le but. Là. Et donc, aller savoir ce qui est nécessaire dans notre cheminement pour pas... On peut manifester à peu près n'importe quoi, là. Mais n'importe quoi, est-ce que ça nous sert? On perd du temps. Là. Alors, il faut s'aligner pour savoir qu'est-ce qui est approprié pour nous, qu'est-ce qui est optimal, si on veut, pour notre cheminement. Alors, c'est la réflexion qui nous amène à faire. Là. Vouloir une auto, bon, d'accord, on peut souhaiter une belle maison, mais tout ça, ça se génère par lui-même quand on est bien connecté. Là. Mais le but, c'est une transformation intérieure. Alors, avec Pierre, on est donc, le tome 1, il développe ça. Dans le tome 2, c'est les différentes facultés de télépathie. Justement, moi, je suis en train de relire le tome 2. À l'époque, j'avais eu moins le temps de regarder à fond. Le premier livre, j'avais vraiment travaillé dessus. Le deuxième, j'avais d'autres projets, donc je l'avais lu, mais moins attentivement. Donc, je le relis actuellement dans ce cadre de découvrir notre multidimensionnalité et les facultés qui sont associées à ça. Et donc, dans le livre, on va parler de capacité d'activer le troisième œil, donc de voir, percevoir d'autres fréquences, d'autres dimensions, télépathie et aussi projection de la conscience.
Donc, on peut être à deux places en même temps. Et ça, j'ai des auteurs qui font ça, par exemple. Michael Rhodes, qui est moins connu un peu, mais un auteur que j'aime bien, qui communique avec Pan, le grand dieu de la nature. Il reste assis, puis il se dédouble. Il y a une partie de lui qui se promène. Donc, il y a de la partie qui reste assise, la partie physique est dans un état second. Il est présent, là. Là, ben, il voit ce qui se passe. Alors, lui, il se projette en différentes dimensions et tout. Alors, ça aussi, c'est des facultés que nous avons. Et il nous dit quand même qu'il faut faire attention parce que c'est pas un jeu, là, c'est pas de l'entertainment, là, qu'on va voir un film le samedi. Et psychologiquement, il faut quand même être équilibré pour accéder à d'autres dimensions dont les lois physiques ne sont pas les mêmes. Alors, c'est pas évident. Alors, c'est pour ça que ça demande une certaine maturité, puis c'est pour ça que c'est pas n'importe qui, n'importe comment qui peut faire ce genre de choses-là. Ça prend une démarche, mais pour ceux qui veulent y arriver, on a des guides, on a des aides qui nous aident là-dedans. Donc, Pierre Lessard, avec le Maître Saint-Germain, c'est du matériel intéressant. Moi, j'ai voyagé avec lui aussi du désert de Gobi jusqu'à l'île de Pâques, en passant par l'Égypte, le Pérou. Et j'ai eu la chance, quand on a fait l'Amérique du Sud, d'être dans son voyage préparatoire. Parce que lui, avant de faire le voyage, avant d'amener des gens, il veut voir les hôtels et tout ça. Alors, on s'est promené donc à Tacama, qui était l'endroit où il voulait aller, mais on est allé aussi en Patagonie. J'étais seul avec lui. Et à tous les jours, j'avais accès au Maître Saint-Germain qui venait me parler de choses. Dans un endroit, il dit, ben, là où vous êtes, les Indiens venaient se cacher ici quand ils voyaient les vaisseaux extraterrestres venir. Donc, ils avaient, pas tout le monde, mais une partie de la tribu, ils voyaient des vaisseaux, des cerveaux volantes, il en avait peur, puis ils venaient se cacher à l'endroit où on était. C'était un endroit particulier, il y a beaucoup de cristaux. En fait, les cristaux, c'est le sel. Le sel est en bloc. C'est comme sous la pression, le sel accumulé là c'est devenu comme des quartz, des immenses quartz semi-transparents. À un autre moment, on était sur le bord de la mer, sur l'île de Chiloé, qui est un endroit particulier. Puis il me dit, tu vois l'être qui est devant toi, parce qu'il y avait une forme de vie extraterrestre qui a une base sous l'eau, qui était là devant moi. Il me dit, est-ce que tu le vois? Ben, il est où? Il dit, il est là, il est là. Puis, donc, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. C'était une forme, il dit, une forme d'être, une forme très longiligne. Mais par la suite, il me dit, tu as des blocages au niveau des centres de perception. Et ça vient d'une mauvaise utilisation dans une vie passée de dons. Et tu dois travailler là-dessus. Donc, j'avais passé toute la nuit, en fait, à essayer de débloquer. Et le lendemain, il m'avait dit, bon, c'est réussi, tu vas commencer à voir de plus en plus. Quel voyage extraordinaire et captivant! Et par la suite, quand on est allé à Gobi, j'ai vu différentes choses, effectivement. Oui, ça avait débloqué. Ouais. Wow. Ça avait bien débloqué. En fait, c'est pas que je voyais tout, là, mais il y avait des choses que je voyais, là. C'était quand même assez clair. Puis je me souviens à un moment donné, il nous faisait projeter notre conscience. Tout le voyage à Gobi, c'était ça, la pratique de projeter notre conscience. Là, c'est dans une base souterraine, dans une civilisation intraterrestre. Et là, j'arrive, je suis là, on est à deux places en même temps, mais donc je regarde, là, je vois comme des sortes de chaises, il y en avait 8 autour, comme ça, des chaises longues, là, tu t'assis dedans, à tombe à l'horizontale. Puis la chaise, elle avait cette forme particulière, je voyais comme une fleur, en fait, une forme comme une grande fleur, avec les côtés qui étaient arrondis comme ça. Et plus tard, je rencontre un auteur, Corey Goode. C'est pas un auteur, mais on parle de lui dans un des livres. Puis lui a accès aussi à un extraterrestre. Puis dans l'image qu'il nous montre, c'est ces mêmes chaises-là. Ben, je dis, j'ai bien vu. C'est pas juste une imagination. Alors, c'est ça, donc, édité
avec des auteurs comme ça. Du grandiose, c'est du grandiose, on va le se dire. Puis québécoise aussi, très connue au Québec, France Gauthier, quelques livres avec elle. Oui, on publie un de ses livres. Oui, France, ma sœur Martine était très amie avec France. Donc on a publié un de ses livres à France. Oui, France a fait un travail magnifique. Il y a des Québécois qui font des belles choses, bien sûr. On est heureux de les éditer. En parlant des Québécois qui font des belles choses, j'ai annoncé plutôt 2 livres. Il a écrit 2 livres qu'il a aussi édités en 2012 et en 2015. Le premier, c'est une entrevue avec Daniel Meroy. Oui. Ça doit être une rencontre aussi extraordinaire pour en dire j'en fais un livre, mais vous ne l'éditez pas, Daniel. Je n'ai pas vu qu'il était dans vos auteurs. Non, Daniel s'auto-publie depuis des années. Alors, quand il était en France, il y avait les éditions Amrita, je pense à l'époque, qui publiaient donc ses livres, parce que lui, en fait, il écrit un livre par année depuis 30 ans. Là. Il n'a jamais arrêté, malgré les cycles de vie qu'il peut avoir, des fois plus tumultueux et tout. Il a toujours fait ses écritures. Lui, son style, la nuit, il va dans les dossiers akashiques. Il a accès au dossier akashique, qui est l'histoire. En fait, toute l'histoire est consignée dans ces genres d'archives, sur le Tintéric. Il va là et le matin, il écrit ce qu'il voit. Et, il a écrit, au début des années 80, Mémoire des Séniens, qui est un grand succès. Oui, tout à fait. Un grand succès, un livre magnifique. Alors, moi, en tant qu'éditeur, ben, quand j'allais en France, on s'est rencontrés. Il était associé avec Tal Schaller, qui avait une maison d'édition en Suisse, avec le Souffle d'Or. C'était ils avaient un nom, là, Convergence. Là, bon. Je voulais rentrer en contact avec eux, il faisait un bon travail. Et Daniel, à l'époque, il publiait ses livres et d'autres livres. Depuis, il fait uniquement ses livres. Anne Givaudan. Il était avec Anne Givaudan, oui, c'est ça. Actuellement, il n'est plus avec Anne. Donc, oui, c'est devenu un ami. Là, il demeure près de Québec. C'est un ami. En fait, c'est le parrain même de mon garçon. On a bien cheminé. C'était une expérience intéressante. Donc, faire une entrevue avec lui sur sa carrière et tout ça. Un livre, c'est pas juste une entrevue, c'est le livre. Et on a fait un livre. Voilà, il y a même une vidéo. Donc, Daniel, ce que peu de gens connaissent, ils me connaissent un peu plus aujourd'hui, canalise aussi. Alors, avec la mode des channels, à un moment donné, lui, il a voulu se retirer par rapport à ça, parce qu'il voyait qu'il y avait toutes sortes de niveaux là-dedans, ce qui est vrai. Mais il va aussi canaliser, il y a des êtres de Vénus. À Montréal, dans une conférence, c'est Marie-Madeleine qui est venue. Là, il vient de sortir 2 tomes sur la vie de Jésus. Alors lui, quand il va dans l'histoire, en fait, il voit par les yeux du personnage qu'il décrit. Donc c'est des choses historiques. Il a fait la vie de Louis IX, Saint François d'Assise. Donc il a accès à leur vie par leurs yeux, par leur réflexion. C'est pas lui qui écrit ce qu'il voit dans l'histoire, c'est vraiment la réflexion de l'être historique. Donc là, on a 2 tomes sur la vie de Jésus. Donc on a tous son cheminement avant qu'il commence sa vie. Alors ça, c'est deux livres extraordinaires. D'ailleurs, on a publié son tome 1 en anglais. C'est Ariane Édition, on publie sur le marché américain maintenant. Oh, félicitations! Oui, on a fait quelques livres qu'on a vendus d'ailleurs dans plusieurs langues. Des livres associés avec Lee Carroll. On a une dame qui a fait une synthèse de l'enseignement, par exemple. Il y en a un qui s'appelle l'effet Gaïa. Donc, tout ce que Cryon, qui est l'aide que Lee Carroll canalise, a dit sur la relation entre l'humain et la Terre. Donc, cette dame-là a fait une synthèse de tout ça. On l'a publié en français et en anglais. Et on a dû vendre ça dans une dizaine de langues aussi. Wow. Alors, on est international pas mal. Bravo, c'est super le fun. Vive les PME québécoises qui diffusent comme ça, sans limite. Voilà. Puis au Québec, on a quand même la chance d'avoir des subventions de la SODEC et tout. Juste pour dire aussi qu'on est quand même aidé dans notre promotion à l'extérieur.
Aux États-Unis, ils n'ont pas ce genre de choses. Nous, ça nous permet donc, de mettre des fonds. Puis comme là, on a engagé une firme de New York pour faire des lancements de livres, dont Mémoire d'Orion, dans lequel j'ai participé à l'écriture. Alors, ça bouge pas mal. Là, le deuxième livre, lui, c'est un pionnier de l'éveil qui revient, dans le fond, à la mission d'Ariane un peu, mais dans vos mots, j'imagine. Oui, voilà. Donc, le livre « Émergence d'un monde nouveau », là, on parle de cité oasis. On a fait une vidéo. Si les gens vont voir, je pense qu'ils mettent sur YouTube Émergence, Marc Vallée, ça va sortir. On a voulu illustrer ce qu'on voulait dire par une cité, on a pris le terme oasis, là, cité oasis. Où là, au cœur de ce projet, c'est que l'humain est un être multidimensionnel. Et qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Alors là, ça va être des gens qui vont vivre dans une sorte de communauté, une communauté genre éco-village, chacun à sa maison, là. Pas une communauté religieuse. Là. Comme on a en France et ailleurs, hein, c'est comme des éco-villages. Mais en France, l'éco-village, c'est vraiment écologie matérialiste. Nous, c'est une écologie en conscience, là. Donc l'écologie de vie multidimensionnelle. Alors on veut explorer ça. Parce que cheminer par soi-même, méditer, tout ça, c'est important. Mais à un moment donné, on veut aussi créer un lien avec d'autres. Et pour nous, les problèmes qu'il y a sur la planète actuellement, que la société humaine vit, on peut recevoir les conseils d'autres formes de vie qui vivent sur la Terre, dans d'autres dimensions. Ils peuvent, par exemple, on sait que les esprits de la nature, qui sont là à canaliser les champs vibratoires, les énergies, les flux énergétiques dans les plantes et tout ça, quand on sait qu'en collaborant avec eux, on peut produire une qualité de nourriture beaucoup plus intéressante. Donc, le but, c'est pas juste de produire des immenses champs de maïs avec des OGM, parce qu'ils sont plus résistants à la maladie, mais on sait que c'est pas optimal pour le corps physique. Donc, si on sait, en collaborant avec ces esprits-là, on peut produire une qualité de nourriture beaucoup plus intéressante, qui peuvent nous guider sur la façon dont les plantes aiment être plantées dans le sol, en particulier les grands champs de maïs, là, des grands carrés comme ça. Ils disent on n'aime pas ça comme ça, parce que on n'aime pas ça de planter comme ça, parce que ce qu'on aime, c'est que chaque plante a une fréquence, a une harmonie, a une musique, et si vous nous plantez, par exemple, en courbe avec des spirales comme ça, avec une autre sorte là, ça va être optimal. Puis même au niveau des insectes, au niveau de la résistance à différentes températures ou des pluies et tout ça, ils peuvent nous conseiller de façon très pratique. Alors, donc, ça va changer notre façon de produire notre nourriture. Le but, c'est d'avoir la meilleure qualité possible. Et la planète, elle est merveilleuse, une merveilleuse planète de jardin. On peut s'entourer donc de cette vibration de nature pure. Alors, pour moi, c'est très pratique. C'est pas être dans des méditations flyées. C'est une façon de ramener notre consommation de nourriture à quelque chose qui est optimal pour nous. Et à ce moment-là, quand on va ressentir ces choses-là, la nourriture animale, on va s'apercevoir que ça nous densifie. Manger du gras et du sucre, là, ça ne marche pas. Là. Dans le corps physique, il n'est pas fait pour ça. Là. Alors, c'est sûr que manger, moi je suis allé à l'Institut Hippocrate 3 semaines, c'est juste des légumes crus pendant 3 semaines. À un moment donné, tous les jours, tu vois, tu vas juste la rangée d'asperges crues, puis on n'est pas encore rendu tout à fait là, mais il reste que moi, j'ai vu des gens là, qui guérissaient de maladies, puis tu perds du poids, puis tu sais, c'est... Ça harmonise, oui. Alors, à un moment donné, c'est que ça va être... On va aimer ça. C'est comme la chenille qui mange la feuille, là. Il semble qu'elle aime ça. C'est une expérience intéressante. Alors,
Alors, on va cheminer sur ça. Donc, c'est juste pour dire qu'il va y avoir des conseils pratiques qui vont être donnés. Et on va prendre conscience des champs vibratoires et tout ça. On va s'apercevoir aussi qu'il y a certains, peut-être des ouragans, des tempêtes et tout ça, qui sont simplement de la manifestation aussi des colères, des vibrations des humains. Puis c'est une façon d'éliminer des tensions. Alors, donc, c'est ça. Au bout de la ligne, nous autres, c'est de vivre aussi ces expériences-là dans le côté pratique. Et on regarde là, pour acheter une terre et s'entourer de personnes qui partagent cette pensée-là. Mais avant d'y arriver, il y a un travail intérieur qui est à faire. C'est la base. Alors, à un moment donné, on sera prêt pour ça. Mais je voulais déjà illustrer par le livre et la vidéo. Il y a des belles bâtisses qu'on a faites, futuristes, tout ça. Que ce n'est pas simplement quelques amis qui s'achètent une petite ferme à la campagne. C'est vraiment, je pense, le futur de l'humanité. On est éco-responsable. Oui, c'est ça. Puis éco-responsable et savoir qu'on est des êtres aux facultés multidimensionnelles qui va nous permettre là, de vivre de façon harmonieuse parce qu'on va saisir les relations énergétiques entre les choses. C'est tout. Là, au début, Ariane, on pense que c'est une jeune femme, puis après ça, on dit ouais, c'est peut-être une amoureuse, une histoire d'amour, et avec des recherches, finalement, c'est une légende grecque de la mythologie. Comment vous êtes arrivé à nommer votre entreprise Ariane? Ben là, on recule, j'avais 25 ans, hein, quand j'ai voulu commencer à participer, à diffuser les livres qui m'inspiraient. Que je voyais qui n'étaient pas disponibles. C'est des livres en anglais ou qui n'étaient pas disponibles au niveau de la francophonie. Alors, c'est ça, il fallait choisir un nom. J'étais conscient aussi à l'époque que le côté féminin, l'aspect féminin, allait jouer un grand rôle aussi dans l'émergence du Nouveau Monde. Ça, c'est un autre élément très important. En fait, la qualité de la perception du féminin. Puis là, je ne parle pas qu'il y a uniquement les femmes, parce que les hommes aussi ont cette capacité-là. Mais le féminin a saisi, je dirais, davantage le sens de l'évolution. Vers où va l'évolution, la Terre, la galaxie. Parce que je pense que c'est plus le féminin qui génère, en fait, la direction. Donc, Ariane venait de cette volonté d'avoir une vibration féminine. Parce que les livres, on peut associer ça plus à l'intellect, peut-être plus masculin. Dans la mythologie grecque, là, par analogie, ben, c'était d'aller le fil d'Ariane. Hein, donc, Ariane qui donne son fil à Thésée, qui va combattre le Minotaure dans un labyrinthe. Alors, par analogie, ben, Ariane Édition allait être ce fil qui aidait les gens à sortir du labyrinthe, du matérialisme et voguer vers les plans de l'éveil. C'est non, mais cute! Mais félicitations, hein? Puis sur votre site internet, on raconte l'anecdote que ce nom-là vous a été confirmé par la suite, comme quoi qu'il y avait une projection vibratoire pour la direction de l'entreprise. Oui. Oui, alors là, c'est ça, avec la maturité et tout, Ariane Édition, ça fait partie d'un ensemble plus large, hein, des guides qui travaillent à éveiller l'humanité. Alors, je ne suis pas là à faire ma petite business, là. C'est vraiment connecté avec une école plus large, là, qui travaille à différents niveaux. Donc, nous, on se place là-dedans comme une sorte d'interface entre l'humanité et puis les guides, là, pour essayer d'amener ces plans-là à se parler. Là. Très belle mission. En passant, je vous présente la collection d'automne. Et ici, plusieurs livres qui vont sortir. J'en ai 5. Je vais m'approcher pour vous les montrer, mais on commence avec les codes de la sagesse. Comment ça vous est venu, ça? Ça, c'est Craig Braden, qui est un auteur qu'on a beaucoup publié, là, c'est son nouveau livre. Il va code de sagesse parce qu'il va puiser dans des textes anciens qu'il interprète avec la science d'aujourd'hui. Alors, c'est intéressant, c'est ce lien entre passé et présent. Le code de... Le code Sophia. Ouais. Alors, ça c'est un livre que je suis très, très heureux d'avoir pu publier.
D'après moi, là, c'est dans le matériel le plus avancé qu'on a publié. Une transmission vivante de la tribu des dragons de Sophia. Oui, alors là, c'est des maîtres féminins du passé. On a Isis, Hathor, Tara Verte, il y a aussi Marie-Madeleine. Donc, qui viennent nous dire qu'ils sont de retour. On est de retour et ceux qui veulent maintenant être mentorés, qui veulent avoir comme mentor ces maîtres-là, ils peuvent le faire. C'est un nouvel engagement, là. Et le livre, pour moi, est véritablement initiatique, là, parce que tu as une forme de déprogrammation de ce que la société et les religions nous ont inculqué pour se réaligner, donc se réencoder avec l'âme, le soi supérieur, là, peu importe comment on l'appelle, et qui nous dit que l'ADN va se transformer et pour pouvoir soutenir une charge plus grande de qui on est en réalité. C'est comme notre âme veut être davantage présent dans le corps physique, mais ne peut pas y arriver parce que notre corps il vibre trop densément. Et on est appelé à hausser cette vibration. Le livre aborde cette thématique-là. Pour ceux qui ont aimé les livres qu'on a faits, là, je dirais que c'est dans des... Puis c'est un volume d'introduction, hein, fait qu'on s'attend d'en avoir d'autres qui suivent. Ici, rencontrer des hybrides. Alors, on a une collection de choses qui abordent des programmes secrets des gouvernements en lien avec les extraterrestres. Et ça, c'est des hybrides humains extraterrestres, donc qui ont une forme humaine, là, c'est pas des formes différentes, là. Il peut avoir des yeux un peu différents, un peu plus larges, et qui racontent leur expérience. C'est des humains qui ont pris conscience qu'ils ne sont pas uniquement d'ADN humain, mais qu'il y a un mélange avec d'autres races dans ce processus d'éveil de la planète. Donc, c'est des témoignages très spirituels. C'est vraiment des gens dans une démarche. En particulier, il y a une dame là-dedans qui est hybride reptilien. On entend beaucoup parler de reptiliens. Il ne faut pas tout mettre dans le même bateau, dans le même niveau, là, parce qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui sont des factions qui sont moins intéressantes. Donc, elle a cette expérience où elle se fait kidnapper par l'armée britannique. Donc, ils la prennent, ils l'amènent dans une base et la force à se transformer en reptilien. Donc, elle peut muter et devenir un reptilien et revenir humain. Et elle raconte ce qui s'est passé, là, à un moment donné. Parce que quand elle devient reptilienne, elle a des facultés psychiques très fortes. Elle arrive à lire les pensées et tout ça. Donc, il y a des choses intéressantes aussi à ce niveau-là. C'est notre collection de révéler les programmes secrets du gouvernement, parce que ça me semble important que les gens ne soient pas naïfs sur ce qui se passe à ce niveau-là. Ariane Édition, on a publié des livres de canalisation, des Pléiadiens et tout ça. Mais il y a aussi, dans notre monde à nous, il y a eu des secousses volantes qui ont été étudiées. Il y a eu la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres. Et ça nous semble important de publier ce genre de livre. Et on a un autre, je pense le suivant. Tome 4. C'est la suite, ça? C'est le tome 4, ça. C'est pas la suite, mais ça, c'est le tome 4 encore une fois, des programmes secrets. Cette fois-ci, émergence du dragon rouge. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Alors, la Chine, c'est sûr qu'avec Mao, ils ont été moins intéressés dans le temps de Mao, surtout, parce qu'ils pensaient que c'était toutes des inventions de l'Occident, qui essaient de les manipuler et tout ça. Mais aujourd'hui, ils mettent des gros budgets là-dedans. On apprend aussi qu'il y a des pyramides, des grosses pyramides en Chine, qui ont été cachées. Par exemple, Mao voulait les enterrer de terre pour faire semblant que c'était une montagne. Mais tout ça va se révéler. Et là, c'est les programmes secrets. Donc, quelqu'un qui était dans les programmes secrets américains, un Chinois, qui a été expulsé des États-Unis dans les années anticommunistes, à la fin des années 50, et est allé amener ces informations en Chine. C'est tout ce monde-là. C'est le tome 4, on a publié donc 3 premiers, c'est sur les programmes aux États-Unis. Il y a des bases sous l'Antarctique. Alors, c'est
c'est une collection à l'intérieur des éditions Ariane là, qui nous parle de tous ces programmes-là. C'est très avancé, hein, des technologies, ils peuvent rajeunir les gens, ils ont accès à des portails qui peuvent les faire aller sur d'autres planètes et d'autres systèmes solaires de façon instantanée. Alors quand tout ça va sortir, là, vraiment les gens vont... Ils vont arrêter d'aller en chirurgie esthétique. Ils vont être bouche bée. Ça a été caché depuis si longtemps. Parce qu'on parle, ça a commencé dans les années 50, oui, avec Roswell. Hein, Roswell en 1947. En 1942, il y a déjà eu des choses qui se sont passées. On apprend aussi sur le Magic 12, donc les 12 personnes que Truman avait nommées pour s'occuper de ce dossier-là, qui sont devenus très puissants, au-delà des présidents. Là. Et le président Eisenhower, quand son terme est terminé, il est à la télévision, puis il a dit « Faites attention », parce que on l'a sur YouTube, là, tout le monde peut aller voir ça, il dit « Faites attention aux complexes militaro-industriels qui sont en train d'avoir du pouvoir au-delà de ce qu'ils devraient avoir. » Il n'est pas allé jusqu'à donner des noms et tout ça, mais il a voulu au moins dire aux gens « Faites attention ». Alors, ils sont très puissants, ces êtres-là. C'est intéressant. En tout cas, vous avez occupé votre étonne. Et ici, les Mémoires d'Orion, vous avez parlé tantôt? Oui. Alors, c'est une coécriture avec Rosanna Narducci, qui est une Française. Alors, elle, les grandes lignes de l'histoire, c'est elle qui les a reçues. Et c'est moi, en fait, qui ai écrit le livre. Ben oui, votre nom est marqué Marc M. Oui. Marc M. Alors ça, c'est une belle expérience d'écriture. Et pour moi, là, ça a été de ressentir, en fait, une vibration qui inspirait. J'ai fait beaucoup de livres, hein, beaucoup de livres de channeling, de gens inspirés qui entendent des voix de Dieu. Mais là, c'était une expérience vraiment... je me mettais dans une sorte de cocon vibratoire et ça coulait. Puis je vais faire un chapitre, j'avais aucune idée du chapitre suivant. Là. Et ça s'est écrit comme ça. En général, je méditais sur le contenu, les idées venaient. Et j'ai fait l'expérience, pour la première fois en écrivant ce livre-là, de ressentir une pensée qui rentre, puis de savoir que ce n'est pas la mienne. Alors, tu le sens au niveau de l'intérieur de ton cerveau, qui doit être au glande pinéale, par exemple. Il y a une sensation que c'est subtil, mais c'est évident en même temps, mais que ce n'est pas ta pensée, que c'est une pensée qui est envoyée. Puis qui amène une information nouvelle la majorité du temps. Oui, c'est ça, qui servait là, pour le livre. Alors, ça a vraiment été une belle expérience. C'est drôle que le livre, la couverture soit mauve, parce que c'est tout mauve en arrière de vous. Dans le mauve d'Orion, de Marc, en tout cas, ça magnétise, hein? C'est intéressant. Oui. Puis la constellation d'Orion, parce que l'histoire commence sur Orion, et c'est un peu les conflits, il y a eu des conflits dans notre histoire galactique, dans l'histoire de la Fédération. Et donc ça part d'Orion, parce que toute la Fédération est appelée à une sorte de saut évolutif. Et donc, il se prépare vibratoirement à ça, mais il y a une énergie à un moment donné qui dit « Nous, on ne veut pas passer là. » Et elle cherche à contrôler. Donc, c'est un être là, qui apparaît, là, qui arrive vraiment à allier avec lui des forces. Mais c'est des forces involutives, finalement, qui veulent arrêter ce saut-là. Et donc, ça se veut une histoire, ça peut être une magnifique histoire de science-fiction pour des jeunes. Pour ceux qui sont capables de voir plus loin, il y a une vérité qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça part d'Orion, mais ça finit sur la Terre. Parce que tout le conflit est maintenant ramené ici, sur cette planète. Et ça doit être de l'intérieur, donc nous, en tant qu'êtres incarnés. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas nous imposer la paix, parce que les frères des étoiles, qui ont des technologies avancées, puis spirituellement plus avancées, ils pourraient dire, bon, on vient vous imposer la paix. Mais non, c'est dans le respect, toujours. Oui, mais c'est qu'on doit comprendre le processus, on doit le comprendre de l'intérieur, parce que sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on va refaire les mêmes gaffes. Là. Donc, en comprenant ce qui se passe, en comprenant qui on est et tout, on va donc
se transformer, on va transformer notre planète, mais on va transformer la Fédération aussi. Parce qu'il y a des êtres qui viennent de beaucoup d'endroits de la Fédération qui s'incarnent actuellement sur Terre. Et donc, c'est la planète, là, on la découvre comme très, très importante. En fait, on serait une sorte de bibliothèque galactique qui est dans les gènes, ici, dans les animaux, dans les plantes, dans tout ça. Une des 12 bibliothèques de cette galaxie, de cet univers peut-être. Et quand nous, on va s'éveiller, ça va enclencher sur les 11 autres, et ça va donner un éveil pour toute la Fédération. On joue un rôle clé. Une petite planète à nous, comme ça, à l'extrémité de la galaxie, on a un rôle très important à jouer. Et donc, on s'éveille pour soi, bien sûr, puis ça commence avec soi, mais ça touche des champs vibratoires beaucoup plus larges. Bien, dans tous les livres que je viens de présenter, là, c'est lui qui me vibre le plus dans le cœur puis qui passe barre en barre. Le chant était tout coloré. En tout cas, moi, si j'en avais à choisir un dans la gang, ce serait celui-là, quoique les sujets sont fort intéressants. Bien, en tout cas, félicitations, fait que c'est quand même un 3e livre, finalement. Oui, voilà. Puis c'est vraiment un processus d'écriture de 280 pages. J'ai travaillé 1 an et demi sur ça. Incroyable. Puis, oui, c'est le 3e. Il va en avoir un autre. C'est sûr qu'après toutes ces années, publier d'autres ouvrages, il arrive un point où moi aussi j'ai quelque chose à partager. Bien là, c'est parce qu'être toujours dans la claire connaissance, comme ça, à un moment donné, il faut que ça sorte, effectivement. Bien, ça fait partie de votre mission, hein? Oui. Mais j'en vois d'autres livres. C'est pas le dernier que vous allez écrire. Oui, ben, j'ai un projet là, en cours, là, justement sur cette grande thématique, la multidimensionnalité. Alors, on dit aux lecteurs, il y a du bon matériel qui est disponible pour ceux qui veulent faire la démarche. Nous, c'est comme, on met un buffet, là, tous ces livres-là sont là, chacun choisit ce qui convient le mieux, mais il y a une belle qualité dans chacun. Puis on a cette gamme quand même, un peu plus science, plus spiritualité pure. Mais il y a du bon matériel. OK, en gros, là, juste pour résumer, puis c'est peut-être pas les chiffres précis, mais combien d'auteurs puis combien de livres jusqu'à présent, aujourd'hui? Dans votre buffet, là, qu'est-ce qu'il y a? C'est sûr que les années, plus au début, on faisait 1 livre par année. Là, on a ce rythme d'une douzaine maintenant. On doit avoir pas loin d'une centaine d'auteurs en tout, là, qu'on a publié quand même. Puis on doit rapprocher les 300 livres. Là. À un moment donné, en France, en France, ils ont cette peur de l'éveil un peu. Donc, il y a les mouvements antisectaires sont présents, puis ils veulent attaquer tout ce qui peut sembler un peu spirituel, en dehors des religions. À un moment donné, ils voulaient nous nuire, mais nous, on n'est pas associés avec un auteur en particulier. Il n'y a pas un gourou qu'on publie. Quand ils voient qu'on a 100 auteurs, alors ils peuvent pas rien faire contre Ariane Édition, puisqu'on a une variété d'auteurs. On a des Allemands, Français, Anglais, on a un Africain de Burkina Faso. Alors il y a une variété, c'est ça qu'on est solide. Et on a déjà eu nos livres arrêtés à la frontière en France. Le ministère de l'Intérieur avait arrêté nos livres en France. Ils ont gardé 1 mois. Ils ne peuvent pas empêcher des livres qui disent, dans le fond, aimez-vous les uns les autres. Là, alors c'est ça, c'est là pour longtemps. Puis on va diffuser de plus en plus à travers les sites sociaux, Internet, la chaîne YouTube, les conférences. Bien, si vous voulez avoir une rubrique pour sortir vos livres dans ma revue, moi, ça me ferait plaisir gratuitement de participer à la diffusion de bonnes nouvelles de ce monde. Merci beaucoup. Puis félicitations pour ton travail aussi. Bien, merci. C'est important de nous permettre,
de rejoindre un public plus large. Hein? On est dans cette aventure ensemble. Tout à fait. En passant, c'est pour votre collection personnelle. J'aimerais vous offrir ma création à moi que j'ai fait. Mon livre que vous avez probablement déjà eu sur votre bureau, Guérir avec les stars. C'est des entrevues avec des vedettes décédées. Dessin de Jacques Lapointe et préface de Patrick Bernard. Oui, mais ça, Jacques, il l'a fait pour Ariane Édition. C'est vrai? Oui, en 91, c'est la Dame d'Émeraude? Oui, en fait, c'est l'Ariane. C'est Ariane? C'est Ariane. Moi, j'arrive avec une photo de votre Ariane. Oui, j'ai eu ça longtemps. Ben, je dois l'avoir encore ici. Elle doit être ici dans mon bureau. L'original? Oui. Non, je suis arrivée à l'original, j'en reviens pas. Je savais même pas été où. Je savais qu'elle l'avait faite en 91, mais... Fait que Jacques, on a une histoire. Là, on tourne en Ariane Édition dans les années, fin des années 80. On a sorti une revue qui s'appelait Luminance. OK. On a fait 12 numéros de Luminance. Une belle aventure. Et au début, le graphiste, c'était Jacques. On avait ses toiles et tout ça. Donc, j'ai vu ça. Jacques, c'est un ami. Et il est arrivé avec ça. Il avait fait comme Ariane. La Dame Émeraude, c'est ça le titre de la toile? Oui. Mais c'est ça. Moi, j'ai eu ça là, dans mon bureau. Alors, je suis rentrée en résonance, puis quand j'ai demandé, je disais, est-ce que je peux l'utiliser? Il dit, oui, vas-y. C'est comme il y a eu l'approbation que je pourrais le mettre sur cette page couverture-là. OK. Mais moi, Jacques, j'ai trouvé intéressant, juste pour... c'est très, très intéressant. Un petit mot, parce qu'il travaillait avec de airbrush, et donc, c'est l'énergie qui arrive à sa façon de peinturer, c'est l'énergie, donc le côté éthérique, l'énergie autour des gens. Puis il avait fait un beau vaisseau, là, le premier conclave, la série conclave qu'on avait fait, le tome 1, un magnifique vaisseau, puis avec son airbrush, là, il avait saisi tout à fait. Il saisit tout à fait. Toutes ces toiles démontrent la perfection énergétique. Oui. J'ai une de ces toiles, l'original du vaisseau, justement, du conclave. Je pense qu'on va aller voir ça. Ça sera pas, je vous l'amène bientôt. Puis, petit bonus, un CD de musique d'inspiration guidée. C'est toi qui oui, c'est moi qui chante. Ah, tu chantes? Oui, je chante aussi. Ça, c'est une méditation guidée que j'ai faite en 2011, mais que c'est de l'autoproduction, en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est un produit artisanal. Là. Ça n'a jamais été diffusé au-delà d'Internet, finalement. Fait que c'était pour vous remercier, pour votre collection personnelle, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, édition ariane.com, Marc Vallée, prenez le temps. Il y a beaucoup de transformations qui s'en viennent, c'est dynamisme. Est-ce que vous voulez en glisser un petit mot en terminant ou qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans votre un changement de bureau? En tout cas, on quitte Montréal déjà. Oui, voilà. On a beaucoup aimé être ici sur la rue Bernard à Outremont pendant toutes ces années, 24 ans. 24 ans. Là, l'appel, on parlait des cités oasis, l'appel de la nature, c'est très fort. Donc, on a loué une maison qui est à la campagne, à Saint-Sauveur, qui va nous permettre de travailler encore plus sur ces facultés multidimensionnelles. Pour moi, ça va me permettre plus de temps de retraite, une sorte de retraite un peu spirituelle que je vais m'en faire là-bas. Je pense, mais plus tard, être encore plus dans le bois. On est à Saint-Sauveur, c'est vraiment une belle place, entourée d'arbres et tout. On est comme en dehors des routes. C'est une maison au bout d'un chemin. C'est pour ça qu'on est quand même assez entouré d'arbres, puis pas trop dérangé par la circulation des autos et tout. Mais éventuellement, aller encore plus dans la forêt. On va voir, là, mais je pense que ça va être 2 belles années. Bon, je dis 2 belles années parce qu'on a loué pour 2 ans. On verra par la suite. Mais c'est ça, donc c'est l'appel de la nature qui nous amène à être presque voisins, d'ailleurs. Ben oui, tout à fait. Mais en tout cas, Marc Vallée, bonne chance pour les éditions Ariane à venir, pour votre vie personnelle, pour votre entreprise, pour votre succès, pour votre reconnaissance et toutes les dimensions que vous apportez sur votre superbe buffet. Merci infiniment pour votre grande dévotion, pour votre mission et surtout d'avoir répondu à l'appel pour toutes les énergies en mouvance que vous avez apportées pour l'évolution de la Terre. Soyez bénis et surtout bonne continuité. Merci beaucoup, Julie. Merci à tous nos lecteurs. C'est l'original. Oh, wow! Dans notre livre, le Conclave,
c'est des ailes des étoiles qui viennent parler. Donc, différents commandants, responsables et tout, qui viennent parler. Puis ils nous disent qu'il y a des particules qui sont émises depuis le cosmos, qui viennent stimuler notre éveil dans la conscience christique, la conscience spirituelle. Alors, c'est pour ça qu'on a le vaisseau avec ce rayonnement qui envoie les particules sur la Terre. Wow! Alors ça, c'est l'original que Jacques avait fait à l'époque. J'avais beaucoup aimé là, ce style, cette forme. Là, ben, lui, il fait ce rayonnement. C'est pour ça qu'on a cette énergie. C'est ça que j'ai bien aimé. Magnifique. Alors, c'est le conclave 1 qui est illustré. Il a illustré aussi le conclave 5 de l'auteur, une auteure qui fait du channeling, qui s'appelle Truita. Et elle a demandé de conserver l'illustration de Jacques. Elle a dit là aussi, il a réussi à aller chercher l'énergie. Oui, tout à fait. Alors, ça me suit depuis 91, c'est ça, là. À toi le fétiche. Hein? Ouais. Ça fait 30 ans. Incroyable. C'est une belle pièce de collection, en tout cas. Elle est grande, grande. Ah ouais. Ouais, on a son nom ici. Fait que ça va, à la SOC à 10, là, tous nos livres sont là, mais ici, on conserve un certain nombre de livres parce qu'on a notre boutique en ligne sur Internet. En ligne. Ah, ben, ouais, je fais vite passer, mais là, il déménage. Hein, fait qu'il y a des boîtes. Alors là, il y a quelques livres ici. Mais là, vous avez un entrepôt avec tous les livres? Oui, quand je publie, on a 3, 4, 5 000 copies. Là. OK. Alors là, on a un entrepôt. C'est un gros entrepôt là, qui est à la SOC à 10. On est diffusé par Flammarion au Québec. Alors, c'est l'entrepôt, c'est gros. Là. C'est tout informatisé. Qui aurait cru de voir un livre d'Elvis ici? Incroyable. Ah, Elvis. Oui, Il y en a en anglais, là. Regarde, Healing and Cellular Transmission. parce que tu vois, c'est Pierre Lessard en anglais. Ah, tu vrai? Oui. Oui, c'est vrai. Oh! Oh! Super. Merci de l'amener en anglais. En arrière, c'est celui de Daniel Meuroy. Ah, vous n'avez. Ah oui! Juste en arrière de celui de Pierre. Ouais, OK. Le Daniel, en anglais. Ah, OK. Fait que vous l'avez aidé pour en anglais. Oui, on l'a publié. Fait qu'il ne s'autoproduise pas en anglais. Pas en anglais. Donc, Ah, le pionnier de l'éveil. Regarde, on en a parlé, celui de Marc ici, là. Tiens. Ah! Super! Là, être cartelé. Oh, Neil Donald Walsh, je ne l'ai pas vu, celle-là. Oui, il a écrit 2 livres pour enfants. Oh, tu vrai? Oui, La petite âme et le soleil, La petite âme et la terre. Oh! Hey, C'est bien illustré. On captivant. aimerait faire des choses plus pour les enfants, mais... En Nouvelle Terre, tantôt, on en a parlé. Oui. On l'a sorti en livre de poche, on l'a en grand format. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Il faut être passionné de la lecture, hein, pour se lancer dans l'édition comme ça. Ça, le nombre de pages que j'ai publiées dans ma vie, là. Ah oui, c'est ça. Merci, Marc.